Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire qui a pour thématique DPO, DSI, même data, même combat, et au cours duquel nous allons avoir les retours d'expérience de nos intervenants ici présents qui vont vous expliquer sur plusieurs aspects de quelle manière ils ont géré ce projet de mise en conformité au RGPD. Mais tout d'abord, avant de commencer, un chiffre, 250 000 euros. 250 000 euros, c'est le montant de la dernière sanction qui a été infligée par la CNIL en coopération avec d'autres autorités de contrôle européennes à la société Spartoo, qui est spécialisée dans la vente de chaussures en ligne. La raison à cette sanction, plusieurs manquements. Le non-respect de la minimisation des données, un manquement à l'obligation d'information des personnes concernées, un manquement à la limitation de la durée de conservation et enfin l'absence de sécurité des données. Ces sanctions, qui sont de plus en plus infligées par la CNIL, nous montrent que l'actualité RGPD n'a jamais été aussi présente. Ce RGPD n'est pourtant pas une révolution, mais bien une évolution de la loi de 1978. Il harmonise la protection des données à l'échelle européenne. Il va concerner chaque structure à partir du moment où elle va traiter de la donnée personnelle. Il responsabilise les acteurs, qu'ils soient aussi bien responsables de traitement que sous-traitants, et leur impose de mettre en œuvre un certain nombre de procédures internes, de mécanismes qui vont permettre de démontrer le respect des règles relatives à la protection des données. Enfin, ce règlement, il est également important dans le sens où il va renforcer le contrôle par les citoyens de l'utilisation de leurs données personnelles. Donc on sait que la loi de 78 mettait déjà en place des droits qui existent encore aujourd'hui dans le règlement général sur la protection des données et ce règlement, on crée de nouveau le droit à la portabilité et le droit à la limitation. À côté de ça, petit focus sur des chiffres que vous connaissez certainement déjà, qui font écho au rapport d'activité de la CNIL de 2019, mais qu'il est important de remettre en exergue aujourd'hui. Un premier chiffre qui est un pourcentage, 68%. 68%, c'est le pourcentage de Français qui se disent plus sensibles à la question de la protection des données. Donc c'est un chiffre qui est assez révélateur, puisqu'il démontre que nous sommes de plus en plus concernés et impliqués dans l'utilisation qui est faite de nos données personnelles. Le rapport d'activité met également en exergue d'autres chiffres, comme le nombre de plaintes, 14 137 qui ont été reçues par la CNIL en 2019, ce qui représente 27% de plus par rapport à 2018. La CNIL met également en avant le nombre de notifications de violation de données personnelles qui ont été faites, 2287. Elle a également réalisé 300 contrôles, infligé 8 sanctions, dont 7 amendes d'un montant total de 51 370 000 euros. Et enfin, l'autorité de contrôle a également mis en demeure 42 sociétés de se mettre en conformité. À côté de ça, ce rapport d'activité nous montre à quel point la CNIL s'est investie aussi dans l'accompagnement des structures dans leur projet de mise en conformité. De quelle manière? De plusieurs manières différentes, en proposant de nombreux outils d'accompagnement, comme des guides méthodologiques, le guide sous-traitant, le guide sécurité des données, en proposant des référentiels, comme le référentiel RH, et tout autre contenu pédagogique, comme des fiches pratiques ou des vidéos qui permettent aux entreprises de mieux gérer ce projet. Et enfin, dans ce rapport, la CNIL met également un certain nombre d'enjeux sur l'année 2020, dont un enjeu qui nous parle tout particulièrement dans ce contexte actuel de crise sanitaire, par le biais duquel la CNIL sensibilise à la fois les professionnels, les particuliers, sur des enjeux comme le télétravail, comme l'utilisation de certaines données par les employeurs. Mais elle a également été sollicitée sur des solutions numériques qu'on connaît bien, l'application Stop Covid. Donc cette actualité, elle est finalement bouillonnante. On voit un certain nombre de sujets qui font que les questions relatives à la protection des données n'ont jamais été aussi nombreuses. On parle des problématiques liées aux réseaux sociaux, comme par exemple l'application TikTok qui pose des problèmes, notamment parce qu'elle concerne des mineurs, la crise sanitaire dont j'ai parlé précédemment, mais également des enjeux liés à l'identité numérique, à la reconnaissance faciale ou cookies à l'e-commerce. Ces 2 ans montrent que les entreprises sont à même aujourd'hui, en tout cas pour la plupart, de mieux qualifier les traitements de données personnelles qu'elles opèrent. Donc elles vont davantage s'interroger sur l'intérêt de la collecte des données personnelles et sur la finalité des traitements de données personnelles qu'elles vont mettre en œuvre. On note également un changement d'habitude, puisque les structures vont faire le ménage dans les pratiques. Elles vont supprimer les données qui sont inutiles. Elles vont faire le ménage dans leurs placards, dans leurs tiroirs, pour éviter d'entasser des dossiers papier. Elles vont imposer à leurs collaborateurs le respect d'un certain nombre de bonnes pratiques au quotidien au travail. On a également une application qui est plus consciencieuse des principes relatifs au traitement des données personnelles. Alors, je vous parlerai de minimisation des données, de limitation des finalités, de limitation des durées de conservation,
du renforcement de la sécurité des systèmes d'information. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de structures qui ont amorcé, qui ont bien avancé sur leur projet de conformité et qui en notent des impacts positifs. Une plus grande confiance de leurs collaborateurs, des prospects, des partenaires, des clients, ce qui constitue un avantage concurrentiel non négligeable pour certaines d'entre elles, et une amélioration de l'image de marque, mais également une valorisation des données, la sécurisation de leur patrimoine informationnel, une meilleure gouvernance de la donnée. Et tout cela, ces projets de conformité au RGPD ne seraient pas possibles sans l'implication d'un certain nombre d'acteurs que nous sommes à partir du moment où nous traitons de la donnée personnelle, mais tout particulièrement deux acteurs qui sont primordiaux dans les structures. Le DPO, qu'on qualifie souvent de chef d'orchestre et qui va être là pour informer, conseiller, contrôler en interne, tandis que le DSI, lui, va veiller aux potentielles vulnérabilités des systèmes d'information et renforcer sa sécurité si nécessaire. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on a estimé qu'il était important de faire intervenir nos intervenants pour qu'ils puissent vous parler, pour qu'ils puissent vous donner leur retour d'expérience sur la manière dont ils ont géré et dont ils gèrent encore aujourd'hui ce projet de mise en conformité. Avant, je vais laisser la parole à Franck Bréchet qui va vous donner quelques mots sur le data management qui finalement découle de ce règlement général sur la protection des données. Merci Célia pour effectivement cette introduction là sur le RGPD, le bilan des 2 ans, effectivement, où en est-on aujourd'hui. Donc le président Franck Bréchet, donc du cabinet Tasman. J'aimerais avant de débuter l'échange, avant que nos intervenants se présentent, faire un petit focus sur les liens entre data management et RGPD. Si on peut passer sur l'autre stade, voilà. On a intitulé effectivement ce webinaire DSI, DPO, même data, même combat. Et j'ai envie de dire même data et même data management, même combat, d'une certaine manière. Alors le premier point que j'aimerais vous soumettre, c'est effectivement, là on a rappelé un certain nombre de principes et de droits qui sont issus, que vous connaissez tous bien entendu sur le bout des ongles, qui sont issus du RGPD. Donc les questions de minimisation des données, d'exactitude, d'intégrité, et puis bien sûr tous les droits qui concernent l'oubli, la limitation des traitements et la portabilité. Et ce que je voulais vous faire vous montrer, c'est qu'en fait un certain nombre de ces principes et de ces droits sont vraiment en concordance forte avec le data management et certains principes du data management. Si je prends par exemple l'exactitude, donc il veut que toutes données que vous avez à disposition sur les personnes doivent être exactes et effectivement tenues à jour. Ça ressemble fichtrement, si je puis dire, à des principes de data quality. Si vous n'appliquez pas la data quality dans vos principes, vous risquez d'avoir des problèmes avec la RGPD. Même chose pour la question de la limitation et de la conservation. C'est vraiment un point qui est au cœur de ce qu'on appelle le cycle de vie des données, donc dans le cadre du data management. Vous avez tous entendu parler effectivement de politique d'archivage notamment. Ça veut dire que mettre en place une vraie politique en tout cas un vrai suivi du cycle de vie des données vous aidera à gérer cet aspect de limitation de la conservation. Minimisation des données, par exemple, qui vous impose à traiter des données uniquement en regard de finalité justifiée par rapport aux données personnelles, fait aussi écho dans le data management à tout ce qui correspond à la modélisation des données, le fait de mettre dans les modèles de données et dans les systèmes qui les supportent que des données qui concernent vos finalités en tant que traitement de données personnelles. Donc, vous voyez que quelque part, bien traiter du data management, c'est aussi interrelié avec ces principes qui sont écrits noir sur blanc dans le RGPD. Deuxième prochaine. Voilà. Alors, je voulais aussi partager avec vous un cas personnel que j'ai eu à traiter, notamment sur les référentiels. Je pense que c'est un bon exemple parce que de plus en plus, vous avez ces questions-là qui se posent et que les référentiels sont des objets informatiques qui sont de plus en plus présents dans les systèmes d'information. Et on voit que l'interrogation qu'il peut y avoir dans l'introduction de ces objets vis-à-vis du RGPD. Si on prend un référentiel des salariés, par exemple, on s'aperçoit que normalement, ce référentiel doit être, de par sa position dans le système d'information, doit être agnostique vis-à-vis des usages en termes de data et doit être capable
d'alimenter tout un tas de clients, quels qu'ils soient, actuellement et dans le futur, et puis de proposer des usages divers et variés d'alimentation en données sur les salariés. Donc ça, c'est le point de vue, j'ai envie de dire, un peu DSI et système d'information de départ, sauf que vis-à-vis de la RGPD, des questions vont vraiment se faire jour par rapport à ça, notamment, le périmètre des personnes concernées, hein, qui peut varier dans la durée. Effectivement, vous pouvez commencer par certaines populations de salariés et puis introduire jusqu'à vos consultants ou vos externes dans ces référentiels. Pourquoi? Pour quelle finalité? Comment est-on capable de limiter les finalités sur ce genre d'objet informatique alors qu'on ne sait pas tout à l'avance? On n'est pas certain de savoir dans le futur à quoi servira et quel client sera destinataire des données du référentiel. La question, on venait d'en parler juste avant, mais la durée de conservation. On voit bien qu'on peut être amené à avoir des durées de conservation qui soient faibles dans le cas d'une utilisation dans les systèmes opérationnels. Mais dans le cas de référentiel, il peut y avoir des statistiques qui sont élaborées en N+1, N+2, après le départ de la personne. Et puis tout simplement l'évolution des traitements dans le futur sur lequel on n'est pas certain d'avoir toutes les réponses. Donc, vous voyez qu'effectivement, je pense que d'un point de vue data management, le RGPD a fait poser vraiment des questions, notamment sur ces objets informatiques qui sont un peu génériques, des questions qu'on ne se posait pas avant et sur lesquelles il faut effectivement apporter des réponses. Alors, j'en terminerai donc avec la Saturn. J'en terminerai pour dire que finalement, le RGPD a été mis en place par l'Union européenne comme cadre de confiance, avec pour but de donner confiance entre des citoyens, des consommateurs et des entreprises qui traitent leurs data personnelles, entreprises et administrations, bien sûr, et que pour faire en sorte que le digital augmente et soit de plus en plus utile pour l'économie et pour les citoyens, ce RGPD est vraiment là pour donner une base de confiance. Et on voit que finalement, il est très interrelié avec le data management, ne serait-ce que sur les usages. On ne peut plus faire ce qu'on veut et donc ça demande une révision des process, voire des business models dans certains cas. D'un point de vue organisation, puisqu'on va en parler largement après, il y a eu l'introduction du DPO dans les organisations. Ça demande aussi un recul sur les chaînes de données, le fait d'imposer, de repenser ces échanges de données, soit en interne, soit avec des partenaires externes. Et puis aussi en tant que méthode. Puisque quelque part, comme je le montrais avant, le RGPD est basé sur un nombre important de concepts liés au data management. Donc, quelque part, j'aimerais conclure là, sur cette notion de confiance en disant que la RGPD a été mise en place pour instaurer un certain niveau de confiance envers les entreprises, pour les citoyens et les clients, que des pratiques de data management sont un outil pour assurer cette confiance et qu'il ne faut pas le mettre de côté, ça va vraiment de pair. Et que plus largement, j'ai envie de dire aussi que le data management peut vous servir à travers le RGPD à instaurer d'autres zones de confiance dans l'entreprise au-delà des données personnelles. Donc, on voit que la réflexion qu'on a autour du data management et des données personnelles et de la RGPD peuvent largement s'inscrire dans d'autres sphères de données que simplement les données personnelles. Voilà, ça c'était pour l'introduction. Donc, je vous propose chacun des intervenants de vous présenter dans l'ordre du coup qui est affiché sur la slide, une introduction simple avant d'en venir à vos parcours respectifs. Voilà. Merci Monsieur Bréchet. Donc moi c'est Guillaume Brutus, donc délégué à la protection des données académiques pour le rectorat de l'Académie d'Amiens. Bonjour, moi je suis Stéphanie Gochman, DPO de la ville de Neuilly-sur-Seine. Bonjour, je suis Michel Magne et je suis le DSI de la ville de Neuilly-sur-Seine. Ando, on ne vous entend pas. Bonjour, donc je suis Ando Rakotonirina et je suis le DSI de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Désolé pour le micro. Très bien, mais enchanté à tous. Donc, le premier point qu'on souhaitait effectivement évoquer avec vous, c'est votre parcours, la manière dont vous êtes arrivé sur le sujet de la RGPD, puisqu'effectivement, c'est un règlement qui a 2 ans et donc des fonctions qui sont toutes nouvelles dans l'entreprise. Donc, j'aimerais me tourner en priorité vers Stéphanie, donc de la mairie de Neuilly,
pour vous demander, vous, votre expérience et votre recul par rapport aux données personnelles. Comment en êtes-vous venu à ce poste de DPO? Et est-ce que vous exerciez effectivement des fonctions en lien, au moins thématiquement parlant, avec la fonction que vous avez aujourd'hui? Alors non, effectivement, je n'exerçais pas de fonction en lien avec les fonctions de DPO précédemment. Pour tout vous dire, en mai 2018, je n'y connaissais rien du tout, même à la protection des données. Et le DSI m'a proposé de devenir DPO, puisque je travaillais avec la DSI de façon récurrente sur tout ce qui était dématérialisation de chaînes RH. Donc voilà, j'avais une expérience RH, une expérience en service environnement, une expérience qualité acquise précédemment dans d'autres fonctions. Mais en termes de protection des données, non, je ne connaissais rien. Donc une expérience à la fois sur des données RH, donc personnelles déjà quand même, et puis je veux dire en qualité énorme, hein, si je comprends bien, du côté environnemental. En qualité et en gestion de projet. Mon expérience était plus basée sur la gestion de projet, principalement. Très bien. Et du coup, vous avez réussi à vous former par quel biais sur ce poste de DPO? Qu'est-ce qui vous a aidé à monter en compétence sur ce sujet? Alors, je suis montée en compétence par diverses petites formations, par des cabinets d'avocats principalement. D'accord. Puis ensuite, par l'acquisition de tout ce que j'ai pu visionner et assister. On a aussi adhéré à la FCDP, ce qui m'a permis aussi d'avoir pas mal de retours d'expérience. Très bien. Alors moi, je vais me tourner du coup du côté DSI, puisqu'effectivement, là aussi, la DSI a dû se mettre sur ce sujet. Et donc, du côté de Michel Mann, pour lui demander effectivement comment vous avez pu monter en compétence sur ce sujet de votre côté. Alors forcément, vous avez staffé le poste de DPO, mais à côté de ce poste-là, qu'est-ce qui a fait que vous avez monté en compétence sur ce sujet des données personnelles? Alors en fait, au niveau de la DSI, on avait déjà un SIL qui suivait déjà toutes les déclarations auprès de la CNIL. Donc en fait, nous, on s'est juste adapté aux nouvelles exigences de la RGPD. Tout en vérifiant un certain nombre d'éléments complémentaires. Donc, tout ça a été un peu plus structuré. On est rentré plus dans le détail avec l'arrivée de la RGPD. Et ça nous a permis aussi de commencer à croiser des informations avec le métier et de définir des référents métiers qui, de plus en plus, prennent la main sur la responsabilité des traitements qui sont faits au sein de leurs diverses directions. D'accord, très bien. Est-ce que c'est un parcours que de votre côté, Ando, vous corroborez, ou est-ce que vous avez eu une montée en compétence sur le sujet un peu différente, vous, du côté de l'Académie d'Amiens? Elle est un petit peu différente parce que l'OFI a encore dans ses missions un accueil public. Oui, l'Académie d'Amiens, c'est effectivement l'OFI, hein, excusez-moi. Voilà, donc l'OFI accueille du public sur l'ensemble du territoire français, donc avec une petite quarantaine de directions territoriales. Et donc, comme effectivement il y avait la mise en place du RGPD en 2018, en mai 2018, on savait que les associations des usagers allaient être extrêmement attentives à la mise en place de ces mesures de protection des données personnelles des étrangers en France. Donc, il a fallu qu'on se mette vraiment en ordre de marche pour en tout cas être prêt et être conforme aux droits des usagers. Voilà. Très bien. Guillaume, de votre côté, donc pour le coup de l'Académie d'Amiens, en tant que DPO interne, comment avez-vous été préparé à vos fonctions? Par quels moyens? D'ailleurs, est-ce que vous disposez aussi de relais dans votre équipe DPO, si c'est le cas? Alors, nous, de par la nature spécifique de l'organisation, c'est-à-dire que dans l'administration scolaire, on a quand même plusieurs responsables de traitement. Oui. Et donc, l'organisation qui a été définie dans chaque académie, c'est un délégué académique qui est en fait désigné, qui est
un DPO mutualisé. Donc, en fait, je suis à la fois correspondant, je dirais, pour le recteur qui est responsable des traitements au niveau des services académiques, mais également des chefs d'établissement qui sont autonomes pour ce qu'on appelle les EPLE, donc les établissements publics locaux d'enseignement, qu'on appelle communément collège et lycée, ainsi que pour au niveau ce qu'on appelle le premier degré pour les écoles préélémentaires, élémentaires, c'est les directeurs académiques des services de l'éducation nationale. Et donc, en fait, nous, on a été préparés parce qu'on forme un réseau national des délégués à la protection des données de l'éducation nationale, et on s'est organisé comme ça, où on mutualise énormément toutes les problématiques qui sont assez communes qu'on rencontre dans cette administration. Et donc, à ce niveau-là, on a aussi pas mal de réunions avec nos homologues des collectivités territoriales, mais peut-être qu'on en reviendra après par rapport à d'autres questions. Oui. Donc, je ne rentre pas dans le vif du sujet. Mais voilà, donc oui, on a des référents, on a donné la possibilité aux chefs d'établissement, s'ils le souhaitent, d'établir une liste de référents s'ils le souhaitaient. On a ce qu'on appelle des enseignants référents au numérique éducatif. On a beaucoup de questions liées à ces questions d'usage numérique, notamment par les enseignants dans le cadre pédagogique, et puis avec d'actualité avec le confinement et le développement du télétravail. Très bien. Très bien. D'un point de vue enjeu RGPD, alors je vais m'adresser à Ando dans un premier temps. Quels sont actuellement les enjeux principaux de votre direction des systèmes d'information et du coup ceux qui sont liés directement à la protection des données, où j'entends le privacy by design, la sécurité, la gestion des durées de conservation, la gestion de l'information. Alors, le premier enjeu, c'est déjà de pouvoir répondre à tous les usagers, et surtout, donc, comme je le disais tout à l'heure, les associations, mais également les représentants des associations qui vraiment ont ce souci de la protection, en tout cas des données. En effet, l'OFI, en tout cas à travers les systèmes d'information que nous mettons en œuvre, on recueille pas mal d'informations pour pouvoir instruire les dossiers de nos usagers. Et dans ce recueil, en tout cas, et dans le cadre de cette collecte de données, on constitue un patrimoine qui n'est pas négligeable, et c'est normal que les associations veillent à ce qu'on les utilise conformément aux différentes finalités qui sont inscrites dans les décrets, les lois, mais également dans l'ensemble des lois réglementaires de notre activité. Donc, l'enjeu, c'est d'abord de pouvoir répondre et surtout de prouver la conformité, en tout cas du traitement de l'ensemble de ces données par rapport à la loi. Ça, c'est vraiment le premier enjeu. Le deuxième, c'est bien entendu de sécuriser, de pouvoir en tout cas sécuriser un maximum tous les systèmes d'information, donc les applications, mais également les échanges que nous faisons à l'intérieur de notre établissement, des données, les échanges de données personnelles. Il faut qu'on structure davantage, il a fallu qu'on structure davantage, il a fallu qu'on soit soucieux également des durées de conservation, et pour cela, on a mis en place un certain nombre de mesures informatiques pour que tout l'établissement puisse, en tout cas, respecter les exigences en matière de RGPD. Voilà, c'est les deux grands enjeux que nous menons depuis 2017, très exactement. D'accord, très bien. Et de votre côté, Michel, est-ce que vous êtes sur des enjeux prioritaires qui sont similaires, ou est-ce que, justement, de votre côté, vous avez des enjeux différents, où vous avez mis le curseur des priorités de façon un peu différente? Non, on est sensible bien évidemment donc à cette surveillance en termes de sécurité de données, d'autant plus qu'on traite quand même beaucoup d'éléments divers et variés dont on doit avoir la maîtrise. Il y a une vraie prise en considération, une sensibilisation qui est faite auprès des directions métiers pour l'utilisation donc des données personnelles ou sensibles, qui est relayée par Stéphanie, et donc au travers des différentes réunions qu'elle mène auprès des référents métiers.
Là, à aujourd'hui, je dirais que, étant donné qu'on a énormément d'applications métiers, puisqu'on traite quand même beaucoup de sujets, donc ces applications sont assez monolithiques, donc elles ne discutent pas entre elles, donc on maîtrise donc le traitement de ces données. Viendra demain des sujets beaucoup plus délicats, tels que ça a été exposé tout à l'heure, notamment sur les référentiels, où là, donc la DSI va jouer un rôle important en termes de surveillance, justement, de la finalité des données qu'on mettra dans le cadre de ce référentiel et des utilisations qui seront faites. D'accord, ok. Et en termes d'implémentation de ces pratiques, alors je suppose que ça n'a pas été simple de les introduire justement, d'introduire ces enjeux dans vos pratiques DSI. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont vous êtes organisé, dont vous avez sensibilisé vos équipes? Alors, comme je le disais tout à l'heure, hein, donc nous, ce n'est qu'une continuité par rapport à ce qui existait précédemment. La seule chose que l'on a mis en pratique, c'est que maintenant, chaque nouveau projet intègre donc ce RGPD avec une vérification qui est faite aussi bien côté DSI, mais aussi côté DPO avec Stéphanie. On a mis à niveau toutes les applications qui étaient déjà en production avec un avenant auprès de chaque titulaire pour qu'il s'engage vis-à-vis de ces données. Ouais. Et en plus, on a rajouté donc une méthode d'évaluation par rapport aux mesures que ces prestataires mettent en place pour vérifier les bonnes mises en conformité. On s'aperçoit que globalement, c'est bien reçu et c'est bien suivi. D'accord. Et vous, en d'autres Alors, de notre côté, on a mis en place tout un programme donc, de travail autour de trois actions. La première, c'est effectivement donc, une animation d'un réseau de correspondants pas informatiques, mais des correspondants en région RGPD, si vous voulez. En fait, donc, on anime un réseau pour les sensibiliser donc à toutes ces questions de protection des données personnelles. On met également en place, il y a également eu un gros travail autour du registre des traitements. Là, nous sommes en train de finaliser avec l'acquisition d'un système qui permettra directement aux usagers de nous interpeller et également de faire des demandes de modification de leurs données. Et puis, il y a un troisième chantier qu'on a mis en place, c'est le travail avec les sous-traitants, puisque nous avons beaucoup de prestataires, qui mettent en œuvre nos applications, qui les développent, qui les maintiennent, qui les exploitent. On a beaucoup de prestataires également qui nous accompagnent avec des sous-traitants. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique aujourd'hui parce que les contrats ne sont pas du tout élaborés. Enfin, on a des contrats d'avant 2018 qui ne prenaient absolument pas en compte, en tout cas, ces éléments-là, notamment en termes de destruction des données une fois que la prestation est terminée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très exposé encore par rapport à ces questions de gestion de la sous-traitance. Voilà, de gestion de la sous-traitance, et ça fait partie des angles d'attaque d'un certain nombre, en tout cas, de représentants des usagers. Donc, il faut vraiment qu'on mène ce chantier jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'était les trois mesures. Hein. C'était vraiment animation en interne à travers un réseau, les sous-traitants, et puis consolider ce qu'on fait avec les usagers, notamment dans l'acquisition de leur consentement. Voilà. Est-ce qu'au sein de vos structures respectives, il y a potentiellement un RSSI et si c'est le cas, comment justement se passe cette collaboration entre le RSSI, donc le responsable de la sécurité des systèmes d'information, et la DSI? Donc là, je m'adresse un peu à tout le monde en fonction de la réponse, si vous avez effectivement ce RSSI en interne ou pas. Alors, ça va aller très vite pour l'OFI puisque le DSI est RSSI. D'accord. C'est peut-être une spécificité du ministère de l'Intérieur et pour ces administrations qui sont sous tutelle, mais la chaîne fonctionnelle de la sécurité des systèmes d'information donc est composée effectivement
d'un AQSSI, donc l'autorité qualifiée de la sécurité des systèmes d'information, qui est le directeur général, d'un RSSI, donc c'est moi, et ensuite d'un DPO, et ensuite d'un réseau de correspondants RGPD dans les régions. D'accord. Du côté de la ville de Neuilly, Oui. est-ce que vous avez un RSSI en interne? Du coup, je m'adresse aussi à Michel. On est effectivement dans le même cadre. D'accord. Kando, parce que en fait le RSSI c'est moi, et donc par rapport à ça, forcément on est amené à dialoguer avec le DPO. D'accord, ok. Et de votre côté, Guillaume, alors du coup… oui, effectivement, on a aussi un RSSI au niveau académique, dans toutes les académies. D'ailleurs, parfois, certains cumulent cette fonction de DPO RSSI, et on travaille effectivement, comme on le disait, sur les projets de développement informatique, notamment, ou dans le cadre de violation de données en collaboration, etc. Donc voilà. D'accord, très bien. Alors, j'en profite, Guillaume, je rebondis vers vous. En termes d'enjeux, comment ça se passe, vous qui pilotez un certain nombre d'actions? Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les enjeux de sécurité, de gestion des contrats, comme on en parlait tout à l'heure avec Ando, des durées de conservation, potentiellement si vous avez ou non déjà réalisé des études d'impact sur la vie privée pour les traitements qui le nécessitaient, les traitements sensibles, gestion de l'information, voilà, toutes ces problématiques-là. Quels sont les enjeux pour vous aujourd'hui qui sont les plus essentiels? Les enjeux au sein d'une administration scolaire, comme vous l'aurez compris, sont assez importants, et c'est un euphémisme. Pour faire un lien avec les traitements sensibles, quand vous reprenez les 9 critères pour réaliser une analyse d'impact, vous avez forcément, on est forcément dans le cadre de personnes vulnérables, puisqu'on a des personnes mineures en volume important, avec des traitements à grande échelle. Donc forcément, on est souvent sur ces questions-là. Actuellement, les grands enjeux, on a la question de la biométrie, parfois qui est implantée dans le cadre de la gestion-restauration scolaire. C'est un des sujets, de la vidéoprotection, de la vidéosurveillance en coopération avec les collectivités territoriales, qui sont des enjeux importants. D'autres enjeux également sur les durées de conservation, avec la gestion. On a aussi un référent archive, donc je suis en collaboration, pas qu'avec le RSSI, d'autres services. Et notamment là, grâce au nouveau guide de la CNIL sur les durées de conservation, mais on a également en interne notre circulaire sur les durées spécifiques d'utilité administrative. Et puis voilà. Donc il y a une gestion importante, une formation, une sensibilisation à la fois au niveau des services, mais au niveau des établissements scolaires, qui doit être réactualisée en permanence et avec une priorisation des actions. Est-ce que c'est un sujet que les parents d'élèves peuvent évoquer de temps en temps? Et si oui, sur quel sujet les interroge les plus? Est-ce que c'est des remontées que vous avez de la part des parents d'élèves? On a, en termes, si vous êtes, oui, alors on a des remontées, il y a beaucoup d'interrogations, notamment, paradoxalement, la question de la transparence sur les traitements apporte plus d'inquiétude au départ par une méconnaissance de la réglementation. Et donc, il y a un vrai travail de pédagogie où on essaye, avec notamment notre réseau, puis les directions de communication, à faire peut-être des infographies ou une communication adaptée pour rendre, comment dirais-je, une réglementation technique qui peut parfois, avec des gros mots, du vocabulaire assez technique, juridique, qui ne sont pas maîtrisés, faire peur. Et on a aussi pas mal de questions en lien avec tout ce qui est projet pédagogique, par exemple. D'accord. Par rapport à la gestion du droit à l'image, notamment dans les classes ou dans des projets extérieurs, des projets liés aux examens, aux bases de données qu'on a sur, notamment liés à Parcoursup, qui est plus lié en lien avec l'université quand même, mais on a au rectorat aussi un service de l'information et de l'orientation. Beaucoup de questions sont liées par rapport à des inquiétudes qui ne sont pas forcément liées aux données à caractère personnel, mais qui ont, par voie de conséquence, reviennent vraiment sur le bureau du DPO. Et donc, il y a un vrai travail en lien avec les services sur ces questions-là. D'accord. Que peut-être le Covid a renforcé en termes de questionnement. Je ne sais pas si vous avez vu aussi
cet effet du Covid dans les questions qui sont remontées potentiellement avec l'équipement. Alors, par rapport aux usages du numérique, oui, j'avais fait un bref aparté là-dessus. Effectivement, notamment sur la question des environnements numériques de travail ou des applications utilisées qui sont très utilisées par les enseignants pour assurer cette continuité pédagogique. D'accord, très bien. Si je me tourne vers Stéphanie, donc pour la mairie de Neuilly, de votre point de vue, quand vous échangez avec les métiers, quelle est votre manière d'être bien entendu sur les questions du RGPD vis-à-vis des métiers? Est-ce que c'est eux qui sont moteurs ou est-ce que c'est vous qui, quelque part, êtes plus souvent à la manœuvre? Quelle manière vous avez de les convaincre et de communiquer avec eux? Alors, Voilà. oui, alors à la ville de Neuilly-sur-Seine, on a décidé de nommer dans chaque direction un référent RGPD. On a 25 référents RGPD qui ont ensuite été formés à la réglementation, donc une formation intense. Donc je pense qu'ils ont bien pris en compte les enjeux sur l'ensemble des traitements, sachant qu'on a quand même aussi beaucoup de traitements sensibles. On a des traitements des mineurs, on a un CCAS, donc on a pas mal de traitements qui sont assez particuliers. Et l'ensemble des référents s'implique dans aussi bien la mise à jour du registre que les études d'impact qu'on a commencé à mener aussi. Voilà, tout est bien pris sérieusement par ces référents. Ensuite, on s'appuie aussi en interne sur les services compétents, sur le service juridique pour tout ce qui est avenant et qui concerne la sous-traitance, sur les services archi-documentation pour tout ce qui est durée de conservation. Voilà, on travaille vraiment en transversal avec l'ensemble des services et des directions, de façon à être un appui aux directions métiers. Très bien. Et je suppose, Stéphanie, je rebondis sur la question de Franck. C'est vous qui avez mené des formations et des sensibilisations pour justement les préparer à tout ce travail qui justement s'imbrique dans leurs fonctions respectives? Les deux. On les a fait former par un cabinet d'avocats au départ et ensuite je les réunis régulièrement de façon à aborder des thématiques qui sont celles que l'on suit dans notre plan d'action. Au départ, c'était la thématique sous-traitance. Là, on aborde la thématique durée de conservation. Donc voilà, c'est les deux. Au départ, c'était une formation extérieure et ensuite, dans la continuité, c'est moi qui les réunis et qui remonte les problématiques. D'accord. Ando, sur l'interaction que vous avez de votre côté avec le DPO, comment vous vous organisez? Est-ce que vous travaillez sur quel sujet vous travaillez de façon collaborative? Comment ça se passe en interne? Alors, l'organisation qu'on a mis en place, en fait, elle s'est faite en 2 étapes. On a eu un premier DPO donc en 2017 et 2018, et à la fin de 2018, ce DPO donc est parti. Et donc, on a un nouveau DPO, une nouvelle, plus exactement, Aliane Brock, qui donc a été nommée DPO au 1er décembre donc 2018. Et elle a le même profil que Stéphanie, puisque c'est vraiment, c'était un ingénieur informatique en fait au début qui avait une grosse sensibilité sur la sécurité, mais qui n'était pas du tout sensible, en fait, il n'avait pas une culture, j'ai envie de dire, de la sécurité des données. Et donc, on s'est fait accompagner par un prestataire pour qu'elle soit entourée d'experts DPO. Et donc, grâce à cet accompagnement, elle a pu, en 3 mois, vraiment maîtriser le sujet. Et donc, le travail qu'il y a entre elle et moi, c'est un travail qui est vraiment, comment dire ça, enfin, c'est un travail qui se fait au fil de l'eau et qu'on répartit vraiment en 2 grandes catégories. Il y a une première catégorie où elle est associée à l'ensemble des questions donc de conception, dès lors qu'on est sur la conception d'un système, la refonte d'une application, le développement d'une application, la mise en place d'une plateforme téléphonique par exemple. Donc elle est impliquée en amont de la réalisation, en tout cas de l'ensemble des projets. Et ensuite, elle a toute la partie suivi
elle s'assure que tous les éléments qui donc sont mis en œuvre d'un point de vue informatique sont bien conformes à ce que l'on a déclaré, établi ou en tout cas évoqué en amont. Donc elle a vraiment un travail de suivi, elle a un travail de veille et elle a également un travail en tout cas elle participe énormément à toutes les phases en tout cas de conception avant la réalisation des applications. Et maintenant on l'intègre beaucoup dans la gestion de contrats. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des phases dans les phases de conception et de réalisation, est-ce qu'il y a des points particuliers sur lesquels elle est, je pense notamment dans tout ce qui est modélisation des données, ce qui peut être des exigences et des finalités. Est-ce qu'il y a des phases dans lesquelles elle est vraiment plus impliquée? Elle est vraiment impliquée effectivement donc pendant la phase de conception sur la qualification. Comment dire ça, la légitimité de l'exploitation de la donnée. Voilà, elle a ce regard-là. Elle essaie de comprendre. Je vais te donner un exemple très concret. Par exemple, si dans la conception d'un système, il y a un contrat d'interface, on s'assure qu'effectivement, les données sont bien des données que nous pouvons exploiter et que cette finalité a bien été anticipée, en tout cas dans l'ensemble des ressources réglementaires que l'on a au moment de la conception. Est-ce que dans les conventions, c'est bien écrit qu'on peut les utiliser? Est-ce que dans le décret de la loi, c'est bien écrit qu'on peut les utiliser? Donc voilà, il y a toute une analyse et il y a toute une expertise autour de l'exploitation des données au regard des finalités, en tout cas, qui sont inscrites dans les documents. Mais il y a aussi comment dire ça? Il y a également une démarche de conseil. Elle est beaucoup là aussi avec l'ensemble des équipes qui aident à faire tout ça. Elle est là aussi pour nous conseiller, pour dire voilà, ce serait bien de mettre à jour la convention parce que ça prend pas beaucoup de temps. C'est beaucoup plus simple de partir sur la voie de la mise à jour d'une convention, par exemple, pour pouvoir faire en sorte d'avoir l'application la plus optimale possible. D'accord. Plus globalement, lorsque finalement une organisation veut mettre en place cette fonction de DPO, quel est selon vous le profil le plus adéquat? C'est vrai qu'il faut quand même pouvoir mutualiser un certain nombre de compétences entre les compétences juridiques, les compétences techniques, avoir une petite connaissance à minima de la sécurité, de la qualité des systèmes d'information. Donc, quel est le parcours optimal du DPO? Profil plutôt optimal. Alors, il me semble que je vais prendre la parole. Hein. Donc, concernant la personne qui doit prendre ce poste, certes, il est quand même bien d'avoir un vernis juridique parce que c'est quand même quelque chose d'important. Mais je pense que ça passe aussi par une bonne connaissance transverse de tous les métiers de l'organisation pour bien appréhender en fait les difficultés qu'on peut rencontrer et les finalités qui seront ensuite exploitées. Là, je dirais que la connaissance technique, je suis d'accord avec vous, effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir une grande connaissance technique, mais je pense qu'il est important de connaître les contraintes liées au métier de l'informatique. C'est pour ça que le travail effectué avec la DSI est quand même très important, puisqu'il faut accompagner le DPO dans cette démarche pour qu'il puisse bien être sensibilisé à cette partie-là. Oui, dans la mesure où on a la chance de pouvoir collaborer efficacement aussi avec la DSI. Je me tourne vers vous, Guillaume. Est-ce que justement, ces compétences techniques, vous les avez acquises au fil de l'eau? Est-ce que vous êtes justement en support avec la DSI / RSSI sur ces sujets-là? Ah oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai un parcours plutôt juridique. Ouais. Donc, moi, je pense quand même qu'au niveau d'un DPO, il est au cœur des analyses des traitements, et même dans ce qu'on appelle des analyses d'impact, etc. Il y a besoin d'une connaissance juridique quand même assez pointue. Malgré tout, je rejoins Michel Magne, c'est que en fait, je dirais qu'il a besoin d'avoir une connaissance informatique, peut-être pas une expertise ou une compétence informatique, une compétence, une analyse, et puis un support, surtout une relation
forte avec son RSSI, puisque je pense que le tandem DPO et RSSI est obligatoire pour arriver à une conformité optimale. Tout à fait, il faut des compétences complémentaires. Ouais. Est-ce que au sein de vos structures respectives, alors je vais m'adresser tout d'abord à Ando, est-ce que vous disposez au sein de l'OFI une comitologie qui est dédiée à la compliance, à la conformité, pour vous aider justement à mieux organiser le projet de mise en conformité, à le suivre et à permettre aussi de le maintenir justement de façon pérenne et dans la durée? Alors, qu'est-ce que vous entendez, c'est-à-dire une comitologie très précise? Est-ce que vous organisez des comités réguliers avec… Le seul comité qu'on organise aujourd'hui, c'est un COSTRAT SSI qui est présidé par le directeur général. Et au cours duquel vous abordez les sujets. Voilà. C'est vraiment la réunion phare en fait de tout ce domaine-là. Après, comme vous l'avez entendu là tout au long de nos échanges, Guillaume parlait de tandem. On travaille vraiment au fil de l'eau, main dans la main. Donc il n'y a pas vraiment de copil avec le DPO et le DSI RSSI. Enfin, c'est vraiment. Je vais essayer d'illustrer, c'est-à-dire que le DPO c'est comme si le DPO était dans mon bureau et on échange tous les sujets parce que mine de rien, c'est très transverse en fait tout ce que fait le DPO puisqu'il y a des données partout. Oui, tout à fait. Les systèmes d'information, même sur l'infrastructure, en fait, on protège les données quand on est sur de la haute disponibilité. Quand il s'agit du réseau, c'est pour protéger les données. Enfin, c'est au final le cœur de notre métier. Donc, c'est vraiment un tandem, je trouve que c'est une bonne illustration. Donc, il n'y a pas forcément de gouvernance en fait particulière entre le DPO et le DSI. C'est du temps réel, au fil de l'eau. On communique tout le temps. Il y a plus un point, j'ai envie de dire, presque structurant avec le responsable de la sécurité opérationnelle. Voilà, c'est plus avec lui en lui disant voilà ta fiche de route, ta feuille de route, voilà ce qu'il faudra faire cette semaine, etc. Mais avec le DPO, c'est vraiment c'est du temps réel. Enfin, c'est au fil de l'eau. Alors, c'est vrai que la comitologie, je l'entendais aussi peut-être d'une façon un peu plus large en y intégrant les référents métiers, en leur permettant d'être actualisés sur les sujets sur lesquels justement vous travaillez entre DPO et DSI et permettre de faire avancer le projet de cette manière-là en faisant des points réguliers voilà, pour les sensibiliser à des sujets sur lesquels vous avez travaillé de votre côté. Alors après, nous, à la ville de Neuilly, si je peux continuer, donc on communique aussi bien avec le comité de direction, avec les instances représentatives, puisqu'on fait un bilan annuel au comité technique. On communique avec les référents RGPD, bien sûr, puisqu'on fait ces réunions trimestrielles, et des réunions individuelles aussi, référents DPO. Et là où on ne communique pas encore, c'est vers l'ensemble des agents. Et là, c'est un axe d'amélioration qu'on peut apporter, c'est-à-dire une communication vers l'ensemble des employés. Puisque pas tous, mais une énorme partie des employés ont accès à des données personnelles. Ouais. Côté, moi, je complète aussi ce que dit Stéphanie. En fait, la comitologie, effectivement, elle est organisée côté métier, côté technique. Si on est très proche, il n'y a pas d'instance réglée. S'il y a besoin, donc l'échange se fait immédiatement. Je rajoute peut-être juste une chose, c'est que nous avons équipé aussi donc les référents métiers et Stéphanie et la DSI d'ailleurs d'un outil qui permet donc de fluidifier les échanges et de comprendre un peu les différentes finalités, les différents traitements qui sont effectués. Ça permet d'avoir vraiment une façon de suivre les choses de manière assez réglée, très précise. D'accord. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on retrouve, alors on comprend qu'il y a une bonne fluidité, en tout cas dans vos organisations entre DPO et DSI. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels, néanmoins, j'ai envie de dire par nature, selon vous, il y a des différences qui peuvent s'exprimer entre le DSI et le DPO? Est-ce qu'il y a certains sujets, ça peut être sur l'infra, ça peut être sur la mise à disposition des données. Est-ce que selon vous, il y a vraiment quelques sujets sur lesquels cette différence
DSI, DPO s'affirme un petit peu plus. Je ne dis pas qu'elle n'est pas maltraitée aujourd'hui, hein, mais en tout cas, vous observez cette petite différence. Alors, concernant l'infrastructure, c'est sûr que là, ça ne va pas toucher directement la DPO chez nous. Maintenant, tout nouveau projet passe systématiquement par le DPO. Toute nouvelle évolution passe systématiquement par le DPO. Donc, il y a un vrai dialogue sur ce sujet-là. Après, il y a des sujets peut-être plus particuliers, notamment sur la donnée et puis l'archivage légal qui se fait en parallèle avec les métiers. Mais quoi qu'il en soit, au final, comme on utilise un outil, l'outil est disponible pour tous les référents et notamment le DPO pour qu'ils puissent suivre si éventuellement il y avait donc un manque de notre côté dans cet outil. Alors, on a un certain nombre de petites questions parce que je vois l'heure tourner. Il est déjà 12h54. On a des questions de nos participants qui sera intéressant de vous soumettre. Première question qui est spécifiquement destinée à la ville de Neuilly. À qui est rattachée la DPO? Est-ce qu'elle est rattachée, donc vous Stéphanie, est-ce que vous êtes rattachée à la DSI, à la direction générale? À la direction générale. Dans la lettre de mission, en fait, il a été écrit que le DPO était rattaché à la direction générale. D'accord. Autre question, comment, en tant que structure publique, vous abordez l'invalidation du Privacy Shield? Je veux bien répondre. Nous, ça a une conséquence importante, comme je vous le disais, avec la question des usages du numérique éducatif. Il faut savoir que nous travaillons au niveau national sur un code de conduite pour essayer de pallier cette incertitude et cette conséquence des transferts illégaux. On étudie, on regarde attentivement ce que publiera et ce que publient notamment les autorités de régulation, notamment la CNIL et puis le Comité européen de la protection des données, mais également donc on est clair qu'on est vigilant dans nos contrats de sous-traitance et dans nos audits aussi vis-à-vis de nos partenaires. Et on fait une communication, une sensibilisation des responsables de traitement sur ces questions-là. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres retours sur cette invalidation? On a d'autres questions à vous soumettre, si ce n'est pas le cas. Et ben on poursuit. On a une autre question. Alors, il y a une participante qui nous demande si vous considérez que le cumul des fonctions conserve l'indépendance justement de ces deux fonctions, RSSI, DSI et à côté des DPO. La question, c'est de savoir est-ce qu'on peut être DPO et RSSI? Oui, c'est ça, par exemple, ouais. D'accord. À l'inverse, DSI et DPO. Si on peut à la fois être un DPO DSI ou bien un RSSI DSI. Je sais que j'ai certains homologues qui sont à la fois RSSI et DPO. Ça leur pose pas de contraintes particulières, mais ils sont pas rattachés à la DSI. Oui. Donc, c'est peut-être sur cela que ça se joue, mais j'avoue qu'en tant que DPO, sans cumuler de fonctions, j'ai pas exactement un avis spécifique sur la question. Très bien. Du côté d'Ando ou de Michel, peut-être un... Alors, il faut vraiment avoir en tête la nature des activités et du travail en fait qu'il y a derrière. RSSI et DSI, on fixe des orientations stratégiques et puis on construit un cadre. DPO ou responsable de la sécurité opérationnelle, enfin, je veux dire, c'est un travail très opérationnel à plein temps. Enfin, on est sollicité, on est dans l'obligation de mettre en place une boîte mail où les gens peuvent nous saisir. Cumuler RSSI et DPO, c'est beaucoup de travail. Si on veut pas dégrader la qualité de travail d'un DPO et d'un RSSI, idéalement, il faudrait les séparer. Ouais.
Oui, je suis aussi d'accord, hein. Je pense il faut dissocier les deux. Ça n'empêche pas qu'ils doivent travailler en étroite collaboration. Mais ce sont deux métiers qui, pour moi, sont quand même différents et qui nécessitent déjà un emploi du temps assez chargé. Donc, je pense que chaque personne a son rôle, un rôle de RSSI, un rôle de DPO. Je pense que c'est bien comme ça. Merci beaucoup. Dernière question. Alors, on a un participant qui nous indique qu'un DPO peut parfois remonter effectivement à la DSI des besoins, comme par exemple l'implémentation de nouvelles solutions. Et c'est vrai que cela peut potentiellement être compliqué pour la DSI de prendre en compte ces besoins dans son plan d'action. Donc, comment la DSI peut prendre en compte ces demandes sans pour autant bouleverser effectivement ce plan d'action? Est-ce que c'est comment vous l'abordez? Alors, peut-être que la question n'est pas très claire. Je vais répondre. En fait, nous, on travaille bien sûr par rapport à un portefeuille, hein, sur un portefeuille qui est fait chaque année avec une liste de projets. S'il y a des nouvelles demandes qui sont effectuées, elles sont bien sûr priorisées. C'est la direction générale qui va trancher s'il y a un besoin qui passe en priorité, puisqu'on ne peut pas, bien sûr, il y a une capacité fixe. Donc on traite les sujets, mais bien sûr que ces éléments, s'ils sont remontés, ils seront traités au même titre qu'un autre besoin, avec son importance. Si c'est nécessaire, on la passera en priorité, mais ça, c'est pas à nous de le décider. Merci beaucoup. On a une dernière question à vous poser pour terminer ce webinaire. Est-ce que finalement le RGPD peut parler de contraintes ou opportunités? Et si on est plus sur une contrainte, comment justement en faire une opportunité? Là, je m'adresse à tout le monde sur cette question qui est assez globale et qui va conclure notre événement. C'est souvent perçu comme une contrainte par nos collaborateurs qui ne sont pas forcément dans une culture RGPD au départ. Mais il faut leur faire, à mon sens, et pour un DPO, c'est clair que c'est une opportunité majeure. C'est une opportunité majeure pour tous les organismes, qu'ils soient publics ou privés, car pour plus d'efficacité à la fois dans la gestion vous en parlez à un titre liminaire, hein, du cycle de vie de la donnée, de la gestion d'exercice de droit des personnes concernées, la gestion des risques, la gestion des violations de données, la gestion de l'information, de la communication. Donc, et on le voit aussi dans le cadre aussi de la gestion de la sous-traitance, etc. Donc, ça permet également, en renforçant ce RGPD, vous allez me dire, mais on avait déjà un cadre de la protection des données. Ça renforce quand même le cadre de responsabilité des acteurs, comme vous l'aviez très bien décrit, avec les différents principes. Mais on est quand même dans quelque chose qui permet aussi d'être plus transparent et donc de renforcer ce que vous disiez également, la confiance, hein, avec notamment le data management, pour permettre aux citoyens européens de renforcer leurs droits et la maîtrise sur leurs données. Merci Guillaume. Est-ce qu'on a un dernier retour? Est-ce que vous êtes plutôt en phase avec justement la réponse de Guillaume qui me paraît une très bonne réponse? Non, mais si moi je compléterai ce que disait Guillaume tout à l'heure. Le RGPD en fait commence vraiment à apporter, en tout cas apporter ses fruits. Et puis ça a été vraiment un bon dispositif pour sensibiliser la direction générale à la sécurité dans son ensemble. Jusqu'ici, ces 20 dernières années, la sécurité a toujours été ressentie comme étant un caprice d'enfants gâtés informaticiens, parce que voilà, il fallait sécuriser ça, il fallait sécuriser ci. Aujourd'hui, la protection des données est quelque chose qui parle vraiment au plus grand nombre et au public. Et toutes les difficultés que l'on a, en tout cas à l'exploitation des données personnelles, remontent directement auprès de la direction générale qui, elle, est aujourd'hui capable de fixer des grandes orientations pour ne plus à répondre à divers organismes qui demandent des comptes sur la protection des données des usagers. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et puis le dernier point,
ça simplifie quand même beaucoup de choses par rapport à ce qu'on faisait il y a 20 ans, où on avait des déclarations à la CNIL à n'en plus finir, surtout et n'importe quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la mise en place et d'une gouvernance RGPD et également tout un portefeuille d'actions très précise sur ce qu'il faut faire, on n'est plus obligé aujourd'hui de mener ces déclarations à la CNIL. Donc ça, c'est vraiment un gain qui n'est pas négligé. Tout à fait. Moi, si je peux compléter, effectivement, au départ, c'était très théorique. On a rédigé le registre, on a travaillé sur les contrats avec le sous-traitant, sur les durées de conservation. Et puis après, on a eu les premières demandes de droit. Et là, c'est devenu assez concret, puisque c'était vraiment des administrés qui nous faisaient des demandes d'accès, voire de suppression de données. Donc, c'est devenu quelque chose d'assez concret pour les référents et pour nous aussi, pour toute l'équipe. Voilà, ça devenait madame ou monsieur un tel qui intervenait et qui voulait avoir l'ensemble des informations que nous détenions sur elle. Tout à fait, oui. Ouais, effectivement, oui. On est passé de la théorie au concret, c'est ce qui nous a vraiment permis de prendre conscience des enjeux en fait qui se sont matérialisés par notamment, comme vous le disiez, l'exercice des droits, violation de données personnelles, enfin ce qui rendait vivant en fait ce RGPD qui est quand même un sacré texte. Ouais, tout à fait. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Franck, je ne sais pas si tu voulais compléter avant qu'on clôture le webinaire. Non, mais bon, vous le savez tous, le RGPD fait aussi tache d'huile dans le monde, puisqu'il y a d'autres législations de pays tiers qui s'en inspirent. Et je crois que c'est un bon exemple parce que souvent on a été dire que on était un peu soumis en Europe sur les réglementations financières des Américains, etc. Bah, on a réussi quand même à inverser un peu la tendance sur un sujet qui me semble majeur pour les décennies à venir. Voilà. Bon, on vous remercie en tout cas encore une fois vivement pour vos interventions respectives qui étaient très très intéressantes. Et on vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon après-midi maintenant. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.